Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du live coding Hearthstone. Aujourd'hui donc on va s'occuper comme promis du fait de gérer la face avant et la face arrière de la carte. C'est parti. Petit changement cependant, aujourd'hui je vais pas forcément coder en face de vous, c'est-à-dire je vais pas coder en même temps que je parle, parce qu'en fait je me suis rendu compte que en post-prod au niveau du son c'était compliqué de supprimer les bruits de clics et surtout le cliquetis du bruit des touches de moi codant à l'aide de mon clavier. Donc du coup j'ai d'abord codé en amont cette partie-là et je vais plutôt la commenter. Alors la dernière fois on s'était laissé sur cette partie du code, celle qui affichait les infos inhérentes à notre carte, et du coup j'ai entrepris de créer du contenu qui en fait allait m'aider à designer la carte, le dos et la face avant. Donc là j'ai fait quelques petites recherches au niveau graphique, j'ai passé pas mal de temps sous GIMP parce que je suis pas sous Photoshop quand je suis sur de la création perso. Donc là ici on peut voir les bordures de la carte qui devront passer par-dessus l'illustration de la carte. Donc là ici j'ai mon petit repère qui me servira plus tard lorsque j'intégrerai tout en HTML. Et du coup, normalement, ces rebords viendront par-dessus l'image, par exemple, de notre dragon blanc aux yeux bleus. Donc, ce que l'on va faire, c'est que l'on va d'abord faire en sorte de coder une classe qui va nous permettre de symboliser une face de la carte. Donc cette face, elle sera donc présente sous la forme d'une classe CSS. Il y aura donc une face qui sera back, donc c'est celle que l'on a vue là. Et également, il y aura une face qui sera front. Front étant la face avant, et back étant bien entendu la face arrière. Alors là, on ajoute une classe card. Et cette classe card, on va en fait lui donner une largeur de 400 pixels pour une hauteur de 573 pixels. C'est pas grave pour l'instant si on met des largeurs et des hauteurs fixes en pixels, on verra plus tard que finalement il nous suffira d'employer la propriété zoom pour pouvoir transformer comme on souhaite le ratio de la carte. Là, on applique la propriété Transform Style et on lui applique la valeur Preserve 3D. En fait, c'est cette propriété-là qui va nous permettre de préserver tout le paramétrage 3D qui va être effectué sur le conteneur de nos cartes. Ici, donc, c'est le composant app component qui contient nos cartes. Il va falloir, du coup, lui appliquer au minimum le paramétrage de la perspective. C'est ce que l'on fait en ajoutant une classe board. Donc dans cette classe board, ce que l'on fait, c'est que l'on met donc une largeur à 100%, et surtout, on va définir donc la propriété perspective, et on précise quel est en fait le point de fuite. Le point de fuite, c'est-à-dire le point vers lequel toutes les lignes parallèles vont avoir tendance à se rejoindre lorsque les objets s'éloignent de la caméra virtuelle. Maintenant on définit la classe face, à laquelle on met une position absolue, puisqu'en fait chaque face sera positionnée de façon absolue par rapport à son conteneur qui est un élément qui possède la classe card. Donc chaque face possède une largeur et une hauteur à 100%, c'est-à-dire 400 pixels et 573 pixels, afin que les différentes faces, donc la face avant et arrière, puissent se positionner les unes par-dessus les autres en position absolue. Il faut que le point d'origine soit le coin en haut à gauche du conteneur, donc celui qui possède la classe card. C'est pour ça qu'il faut le mettre en position relative. Notre classe front, quant à elle, définit la background image, donc l'image d'arrière-plan, et on va donc mettre l'image qui consiste à mettre l'interface de la face de notre carte. Donc ici c'est cardface.png. On fait en sorte que notre background image couvre l'entièreté de notre élément. Même chose pour la face arrière. On définit donc la bonne image en tant qu'élément d'arrière-plan.
Et comme on peut le voir, là on voit directement donc du coup la face arrière, ça a couvert automatiquement l'entièreté de notre div. On peut voir également que les faces se chevauchent, puisqu'elles sont toutes les deux en position absolue, par rapport à l'élément parent qui lui est en position relative. On n'a pas défini le z-index de la face front ou back, et donc par défaut, celui qui vient en dernier dans la hiérarchie des nœuds HTML va passer forcément par-dessus. Si on redéfinit des z-index différents, on peut voir que finalement les faces peuvent très bien se retrouver interverties en termes de visibilité. Maintenant on va aller faire un tour du côté de la propriété Backface Visibility. Cette propriété Backface Visibility, en fait, c'est elle qui va nous aider à faire en sorte qu'un élément soit visible ou non lorsqu'il est retourné, c'est-à-dire lorsque sa face avant fait dos à la caméra, c'est-à-dire que lorsque par exemple vous avez une face qui est totalement retournée, eh bien vous pouvez choisir en fait de la masquer complètement. Pour vérifier que j'ai le droit d'utiliser cette propriété, je vais donc faire un tour du côté de canause.com qui me permet de donner le tableau de compatibilité de cette propriété CSS, et comme vous pouvez le voir, elle est disponible relativement partout. Donc ici, ce que l'on fait, c'est que toutes nos faces possèdent cette propriété Backface Visibility Hidden, de sorte à ce que chacune des faces, si elle tourne le dos à la caméra, eh bien elle ne soit pas visible. Et on va, par défaut, retourner notre face arrière avec la propriété Transform, et on lui fait une opération de rotation sur l'axe des Y de 180 degrés, c'est-à-dire un demi-tour complet. Et là, on peut voir du coup que notre backface n'est pas visible. Si on enlève cette transformation, eh bien, elle redevient visible, ce qui est tout à fait normal. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est que l'on va coder une classe qui nous permettra donc de retourner la carte. Cette classe, on va l'appeler Flipped, et en fait, elle fait exactement la même chose que ce que l'on vient de voir, c'est-à-dire qu'elle va appliquer une transformation de rotation de 180 degrés sur l'axe des Y à l'élément qui va le porter. Et comme vous pouvez le constater, on va surtout le mettre sur l'élément qui porte la classe Card. Et plus tard, on va définir des conditions qui vont nous permettre ou non d'appliquer cette classe à notre élément de type Card. Et donc ici, on vérifie ce que ça donne, en retournant notre carte. Et on peut voir donc du coup la face arrière. Si on enlève Flipped, vous voyez, on revoit la face avant. On le teste en live. Pour enlever ce côté instantané du changement, ce que l'on va faire, c'est que on va faire en sorte d'appliquer une transition, en fait. C'est-à-dire qu'entre les changements de valeur de nos propriétés, il va y avoir un temps pendant lequel les valeurs vont changer progressivement. Toutes les étapes intermédiaires vont être calculées. Ici, par exemple, on applique une transition sur la propriété Transform, c'est celle qui nous intéresse, et la transition prend 1 seconde. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est que l'on va ajouter une nouvelle propriété qui peut être définie depuis l'extérieur. Cette propriété, on va lui donner le nom de Flipped. Elle vaut bien entendu un booléen. Par défaut, on va lui donner la valeur de true pour voir ce que ça donne. Plus tard, cette propriété nous permettra de piloter l'état de la carte depuis l'extérieur du composant. Donc ici, on peut voir que l'on a une classe card, que l'on va laisser telle qu'elle sur notre élément, et on va ajouter la classe Flipped en fonction de certaines conditions à l'aide de ngClass. Ici, on précise que l'on souhaite du coup ajouter la classe Flipped, et on peut mettre une expression qui vaut un booléen. Une fois qu'on a pu constater que notre ngClass fonctionne, et bien dans ces cas-là, on va reprendre notre propriété donc Flipped,
On copie son nom, tout simplement, et puis on va le mettre à la place du true ou du false ici. Ce qui peut être un petit peu confusant, c'est que notre classe CSS et notre propriété dans notre composant Angular possèdent le même nom, mais j'ai fait ça en fait dans un souci de cohérence. Maintenant, on vérifie qu'on peut passer la valeur booléenne dans notre propriété depuis l'extérieur de la classe, et comme on peut le voir, ça fonctionne également. Maintenant, on va ajouter une fonctionnalité qui nous permet de retourner ou de remettre de face notre carte. Cette fonctionnalité, elle prend la forme d'une méthode que l'on ajoute à notre composant, que l'on va appeler ToggleFlip. Et en fait, on peut voir que notre propriété flipped va valoir à chaque fois son inverse. Si elle est à true, elle passe à false, et vice-versa. Cette méthode, on va l'appeler au clic sur notre carte. C'est un exemple, on pourra l'appeler autrement après. Et maintenant, lorsque l'on clique sur notre élément, on peut le retourner ou le remettre à l'endroit. À partir de là, en fait, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'habiller un petit peu la carte, finalement, de faire en sorte que les éléments se disposent au bon endroit par rapport au référentiel originel, c'est-à-dire l'image de la face avant. La face arrière, elle, il n'y a absolument rien à intégrer dessus. Alors ici, ce qui se passe, c'est que l'on va avoir besoin, en fait, de créer un conteneur pour notre image. Tout simplement parce qu'on ne peut pas se permettre uniquement de poser l'image de notre dragon blanc aux yeux bleus. On doit ajouter les bordures qui forment les côtés de l'image par-dessus notre dragon blanc aux yeux bleus. Donc pour ça, ce que l'on va faire, c'est que l'on va utiliser la propriété ngStyle qui nous permet d'ajouter du style de façon dynamique dans un template lié à un composant Angular. Ici, je vais donc définir une background image avec la bonne URL qui me permet de définir une div qui va comporter notre image en tant que background image, et je vais ensuite ajouter un deuxième élément qui, lui, va contenir les bordures en tant qu'image d'arrière-plan, et je vais le positionner par-dessus. Voilà, maintenant notre composant est fin prêt, on va enfin pouvoir vérifier que ça fonctionne bien en ajoutant des éléments supplémentaires, comme par exemple une nouvelle carte, avec le génie de la lampe. Les deux cartes fonctionnent à merveille, on peut les retourner indépendamment l'une de l'autre. On peut dire que notre mission est réussie. Voilà, cette partie-là est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Comme vous pouvez le constater maintenant, nos cartes sont indépendantes les unes des autres et on peut en créer autant qu'on le souhaite. Dans la prochaine partie, on fera en sorte de créer notre catalogue de cartes et pouvoir mettre en place la création de filtres qui nous permettront de trier nos cartes en fonction de leur type. C'est tout pour moi et je vous dis à bientôt devant un petit café. Ciao!